bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour vous parler d'une thématique qui m'est chère, qui est le sevrage tabagique et plus généralement les activités physiques dans la prise en charge des patients addictifs, mais aussi atteints de maladies chroniques. Donc pour resituer un petit peu le contexte, je vais essayer de ne pas être trop lourd, mais on est en face d'une véritable épidémie de tabagisme. Et vous voyez ici la consommation sur un siècle de tabagisme dans le monde, une croissance qui est quasiment exponentielle et qui laisse présager un avenir pas nécessairement radieux, puisque quand on regarde les chiffres, donc c'est les données de l'OMS, donc c'est l'Atlas du tabagisme qui sera bientôt réactualisé, mais on estime qu'au cours des 100 années à venir, à partir de 2000, 1 milliard de personnes sur Terre mourront d'une maladie en rapport avec le tabac. Alors, je vais rappeler quelques évidences, mais le nombre de pathologies induites par une consommation régulière de tabac est extrêmement large. Donc, les données ont été actualisées chez les femmes, puisque initialement, les travaux avaient été faits par Dolepeto chez les médecins anglais, qui avaient montré qu'il y avait une espérance de vie réduite de 10 ans chez ces médecins lorsqu'ils étaient fumeurs. Mais on n'avait pas de données chez les femmes. Et en fait, 2 études ont été faites et publiées dans le New England Journal of Medicine et dans le Lancet en 2013, qui ont été faites donc cette fois-ci sur des populations féminines et qui, bien sûr, ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut dire, ont confirmé les données retrouvées chez l'homme, c'est-à-dire une perte d'espérance de vie de 10 ans et un fumeur, ou plutôt là, en l'occurrence, une fumeuse sur 2 mourra d'une pathologie induite par le tabac. Un élément aussi qui est extrêmement important, c'est que, bon, tout le monde le sait relativement, le risque de décès imputable aux maladies augmente de manière linéaire avec la consommation de tabac. Mais un élément extrêmement important, c'est l'âge de début qui a un impact sur le risque de décès d'une pathologie induite par le tabac. Et plus on commence à fumer tôt, plus ce risque est élevé. Et pour mémoire, il faut savoir qu'en France, par exemple, l'âge médian d'initiation au tabac est autour de 13 ans et demi, 14 ans. Donc vous voyez, c'est donc largement avant 16 ans. Et donc, c'est une population particulièrement vulnérable. Donc, ça se traduit, comme vous le voyez, par une perte d'espérance de vie que l'on retrouve si l'on arrête le tabagisme avant 35 ans. Alors, ce n'est pas parce que demain, il y aura une éclipse de lune, mais la face cachée de la lune, c'est qu'il y a un grand nombre de pathologies, finalement, pour lesquelles on a peu de connaissances sur la part imputable au tabac. Et beaucoup de gens, finalement, ignorent que dans l'insuffisance rénale, le risque relatif de développer une insuffisance et de mourir d'une insuffisance rénale est multiplié par 2 chez les fumeurs. On va retrouver aussi une augmentation du risque de décès par cancer du sein, par exemple, chez les femmes, avec une augmentation de 30% du risque de décès. Donc, c'est un risque qu'on peut prévenir. Et à l'heure actuelle, aucun programme d'accompagnement des femmes fumeuses au cours du dépistage du cancer du sein n'est proposé. Et pour la première fois, dans cette étude donc, qui a été publiée cette année, le tabagisme, on évoque la possibilité que le tabagisme puisse être un facteur de risque de décès par cancer de la prostate. Mais globalement, donc, la liste des maladies imputables ou en partie imputables au tabac est extrêmement longue. Alors en France, les données ne sont pas particulièrement rassurantes, puisque si on assiste à un tassement de la consommation, vous voyez en haut et à droite, en fait, la consommation de tabagisme, c'est plus d'un tiers de la population française de 15 à 75 ans qui fume de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours. Et ces données, ces chiffres évoluent peu dans le temps, puisque vous avez sur les 2 tableaux, sur les 2 figures, en fait, en dessous, l'évolution de la consommation de tabac chez les garçons et chez les filles, ou chez les hommes et chez les filles, en fonction des classes d'âge. Et vous voyez par exemple que dans la classe d'âge des 25-34 ans, on a quasiment un homme sur 2 qui est fumeur de manière régulière ou occasionnelle, et pratiquement aussi, pas tout à fait, mais pratiquement une femme sur 2 qui est en âge de procréer, qui est actuellement fumeuse en France. Donc, c'est pour vous resituer. Et parmi les principales motivations que les gens auront pour interrompre leur tabagisme, c'est l'amélioration de leur santé qui va être le principal facteur, le principal moteur du sevrage tabagique. Ce n'est pas le seul. Et généralement, en fait, ça participe à un projet global de vie d'amélioration, en fait, des facteurs de risque, que ce soit l'alcool, le tabac et éventuellement, donc, la sédentarité.
Alors, lorsqu'un fumeur souhaite interrompre son intoxication tabagique, donc il y a des études qui ont été réalisées chez des personnes qui font cette démarche de sevrage sans aide particulière, et on s'aperçoit, vous voyez les courbes, qu'à 6 mois, quasiment tous les fumeurs qui auront fait une tentative de sevrage auront rechuté. Donc on peut être désespéré, donc on est dans le cadre des addictions. Comme pour toutes les addictions, la probabilité de rechute est extrêmement élevée. Et là aussi, pour le tabagisme, on parle de maladies chroniques avec des périodes éventuellement de sevrage, mais la règle, généralement, c'est la rechute. Donc, la pharmacopée permet d'améliorer quand même le pronostic du sevrage. Donc là, j'ai repris les 3 principales classes de traitement recommandées pour le sevrage tabagique. Donc vous avez ce qu'on appelle des agonistes partiels des récepteurs nicotiniques. Donc il y en a un seul sur le marché, qui est probablement le médicament le plus efficace, bien qu'il y ait peu d'études comparatives directes entre les 3 modalités de traitement. Et vous voyez que ça augmente de 127% la probabilité d'être abstinent à 6 mois. Pour les substituts nicotiniques, c'est plus 60%. Pour le bupropion, c'est plus 62%. Mais plus le temps passera par rapport à la date d'arrêt du tabagisme, et plus la probabilité de rechute sera élevée. Et 1 à 2 ans, finalement, après l'interruption des traitements, le taux d'abstinence restera relativement bas. Mais en même temps, on ne peut pas accuser des traitements qui ne sont pas poursuivis d'être à l'origine de l'échec de la démarche de sevrage. Donc l'objectif, c'est de pouvoir finalement améliorer le pronostic du sevrage en utilisant des techniques complémentaires, donc non médicamenteuses, puisqu'il n'y aura jamais un traitement qui permettra de guérir d'une maladie qui est en partie héritée et en partie liée à l'environnement et à des comportements acquis. Donc, concernant l'activité physique chez les fumeurs, naturellement, en fait, les fumeurs font peu d'activité physique. On sait qu'il y a une diminution d'activité chez les fumeurs. Chez les adolescents fumeurs, la propension à avoir une activité physique régulière, à avoir des activités sportives est diminuée. L'effet du tabac, ou de la consommation de tabac sur l'activité physique doit être quand même modulé en fonction du sexe. Elle semble moins marquée chez les filles que chez les garçons. Et enfin, l'activité physique est associée à une augmentation de la probabilité de faire une tentative de sevrage, de réussir cette tentative de sevrage et de rester abstinent. Donc, le tabagisme est associé à de nombreuses comorbidités, en particulier des comorbidités psychiatriques. Par exemple, on estime que la probabilité d'avoir un épisode de dépression au cours de sa vie ou des troubles anxieux est au moins 2 fois plus élevée dans la population fumeur que dans la population non fumeur. Et donc, on retrouve en fait cet impact en fonction du tabagisme et de la dépression. Ici, c'est dans une population féminine. Et globalement, il y a des facteurs protecteurs qui peuvent être mis en évidence concernant le tabagisme, la rechute après une période de sevrage. Donc on considère que le fait d'être fumeur est associé à une dépression. Est-ce qu'il y a une causalité, c'est-à-dire est-ce que le fait d'être dépressif augmente la probabilité d'être fumeur, ou est-ce que le fait d'être fumeur augmente la probabilité d'être dépressif? Les 2 hypothèses ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il y a probablement des 2. Est-ce que le fait d'avoir une activité physique, donc chez les patients dépressifs, on sait que le niveau d'activité physique est diminué par rapport à des personnes qui n'ont pas de maladie dépressive, que l'activité physique a plutôt un impact, c'est démontré par de nombreuses méta-analyses, sur les symptômes liés à la dépression et sur l'évolution de la dépression. Donc la question que nous sommes posée, c'est chez des patients fumeurs dépressifs, est-ce que éventuellement l'activité physique, la reprise d'activité physique, pouvait avoir entraîné une amélioration du pronostic du sevrage tabagique et éventuellement au passage une amélioration des symptômes liés à la dépression. Donc, dans la vraie vie, on s'est rendu compte que les fumeurs avaient souvent tendance à considérer que la reprise d'une activité physique de manière contemporaine à un sevrage tabagique était probablement un facteur qui permettait à la fois de limiter le risque de prise de poids et d'améliorer sa qualité de vie. Et donc 22%, vous voyez dans cette étude anglaise, donc des fumeurs réguliers, déclarent que utiliser l'activité physique pour contrôler leur consommation de tabac. Il y a aussi derrière cette activité physique l'idée que ça peut permettre de limiter les risques liés à la consommation de tabac. Et 35% de ces fumeurs anglais ont utilisé l'activité physique comme un moyen, un média en vue d'un sevrage tabagique.
Donc les fumeurs interrogés soulignent que l'activité de moyenne intensité, en fait, y compris donc dans les activités de la vie quotidienne, ce n'est pas forcément des choses extrêmement compliquées, mais c'est le fait d'avoir une activité physique régulière, y compris dans sa vie quotidienne, qui permet en fait de mieux contrôler et de favoriser, de faciliter le sevrage tabagique. Donc ça, c'est une étude, cette fois-ci, une autre étude qui a été publiée dans Nicotine and Tobacco Research, où ils ont regardé des non-fumeurs, des fumeurs actifs et des fumeurs qui allaient faire une tentative, qui allaient faire un sevrage au cours des années suivantes. Et ils ont regardé le niveau d'activité physique dans ces trois populations. Donc c'est des populations qui sont relativement limitées, puisque vous voyez que dans le groupe non-fumeur, ils étaient 196 dans le groupe fumeur. Et s'il n'y a pas forcément une augmentation significative de l'activité physique chez les personnes qui font une tentative de sevrage, cela étant, ils ont tendance à retrouver le niveau d'activité physique des non-fumeurs. Et par contre, la différence devient significative entre fumeurs et ex-fumeurs concernant le niveau d'activité physique. Parce que, parallèlement au fait que les ex-fumeurs augmentent leur niveau d'activité physique, tout au long de leur vie, les personnes qui continuent à fumer, pour diverses raisons, vont avoir tendance à diminuer le niveau d'activité physique de leur vie quotidienne. Alors, quels sont les effets qui sont potentiellement attendus via l'activité physique au cours du sevrage tabagique? Donc, il y a des études qui ont montré que les symptômes de sevrage étaient moins marqués chez les personnes qui avaient repris une activité physique. Le besoin impérieux de fumer, ce qu'on appelle le craving en anglais, cette nécessité de fumer, est améliorée par le fait d'avoir une activité physique régulière. Il y a une amélioration démontrée de l'humeur chez les personnes qui reprennent une activité physique régulière. Et on sait que d'une part, les troubles de l'humeur sont fréquents au cours du sevrage tabagique et par ailleurs sont un élément de la dépression. Il y a un meilleur contrôle de la prise de poids chez les personnes qui reprennent une activité physique au cours du sevrage tabagique. Et il faut se souvenir que la prise de poids est la deuxième cause de rechute. Les deux principales causes de rechute évoquées par les fumeurs qui ont repris leur consommation, c'est d'une part l'irritabilité et d'autre part la prise de poids. Donc le meilleur contrôle du poids est un élément qui peut être un élément moteur dans le sevrage tabagique. Il y a une diminution de l'appétence pour les produits sucrés, alors qu'on sait que généralement les ex-fumeurs s'orientent plus volontiers sur le sucré. Il y a une modification du goût, en fait ils retrouvent du goût et il y a un déplacement des produits salés vers les produits sucrés chez les fumeurs, ce qui évidemment contribue à l'augmentation de la prise de poids. Et enfin, il y a une augmentation de la confiance en soi, dans l'estime de soi chez les fumeurs qui ont repris une activité physique. Donc, régulièrement, la Cochrane remet à jour la revue, il y a la revue de la littérature qui est faite régulièrement par la Cochrane, dont je parlerai après, mais surtout, il y avait une revue systématique qui a été publiée par Taylor en 2007, qui évaluait l'abstinence temporaire. Et donc, il avait montré dans cette étude que le fait d'avoir une activité physique entraîne une diminution du craving, d'une part, qu'il n'y avait pas d'influence dans cette étude, dans cette revue plutôt, de l'intensité sur l'efficacité dans le contrôle du craving. Et enfin, qu'une activité physique aérobie, par exemple, sous forme, vous voyez, c'est relativement modeste, d'une activité sur ergocycle, ou la marche, par exemple, en 10 minutes, à intensité moyenne ou élevée, ou alors un effort en isométrie d'au moins 10 minutes, permettait de diminuer le craving, qui est un des facteurs de rechute extrêmement importants dans le sevrage tabagique. Le fait d'avoir des pulsions à fumer régulièrement au cours de la journée est évidemment associé à un risque plus élevé de rechute. Donc tous les facteurs qui vont permettre de contrôler ce craving, ce besoin impérieux de fumer, vont favoriser le maintien du sevrage tabagique. Donc on voit que c'est assez modeste, puisque dans la méta-analyse de Usher, l'isométrie est efficace à partir de 5 minutes. On avait des résultats similaires en milieu naturel, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Christian Préfaut, donc on peut s'acheter un MP3, mais avec des consignes données par MP3, on peut avoir une amélioration aussi du niveau d'activité physique et du contrôle du craving. Et l'isométrie, dans une autre étude, était aussi efficace que le body scanning, qui est une méthode en fait de méditation pour contrôler donc ce besoin impérieux de fumer. Donc ici, vous voyez en fait l'efficacité sur le craving de l'activité physique entre des personnes passives qui ont un niveau de craving qui va être stable au cours du temps, alors que les personnes qui vont être actives vont avoir une diminution significative du craving.
Donc ces résultats, on peut être reproduits d'une part dans différentes populations, de jeunes adultes, de femmes enceintes, puisqu'on recommande aussi l'activité physique dans le cadre du sevrage tabagique, enfin dans le cadre de la grossesse plus généralement, mais également dans le cadre du sevrage tabagique chez les femmes enceintes. Ça a été également démontré comme efficace dans d'autres dépendances, comme l'alcoolodépendance, la dépendance au cannabis ou à la cocaïne. Donc, on peut faire de l'activité aérobie, ce n'est pas forcément, donc, comme vous voyez, des choses complexes. On peut travailler en résistance, soit en isométrie, soit en pliométrie. Les activités de relaxation peuvent apporter un bénéfice également. Donc, on recommande la méthode nature-intensité-durée, c'est-à-dire que l'objectif est de coller aux besoins, aux possibilités, que ce soit des possibilités physiques ou des possibilités financières des personnes qui vont être prises en charge. Donc, il faut évaluer l'activité physique qui correspondra le mieux à leurs besoins, à leurs attentes et à leurs moyens. Et donc, vous voyez, ça peut être des choses très simples. Donc, ça, c'était pendant l'étude que nous avons faite avec Paquito Bernard. Donc, c'était une méthode simple de faire une activité physique, simplement en faisant des pompes. Donc, même pour des gens relativement handicapés, on peut faire des pompes avec les bras, en s'appuyant sur le mur, en gardant le dos bien droit. Et donc, on faisait des séries de 10 répétitions. Donc, il n'y a pas besoin forcément de choses extraordinaires. Comme le disait Christian tout à l'heure, finalement, des baskets, une paire un jogging, et on peut y aller. Donc, concernant l'effet sur l'anxiété, donc il démontrait aussi que l'activité physique permet de maîtriser l'anxiété chez les personnes ayant des troubles anxieux ou des troubles anxieux et dépressifs. Et il n'y a pas besoin d'avoir une activité physique extrêmement intense pour obtenir ce bénéfice, bien qu'une activité physique modérée semble quand même plus efficace qu'une activité physique faible. Donc, concernant là aussi sur les affects négatifs, on a une diminution des activités physiques durant l'arrêt du tabac grâce à l'activité physique, c'est bien démontré. C'est des programmes d'activité physique de 12 semaines qui réduisent significativement dans une autre étude les affects négatifs des 8 semaines et jusqu'à la fin du programme de réhabilitation, enfin, d'activité physique. Et dans une étude expérimentale, donc une séance d'activité physique, que ce soit en endurance ou en résistance, de 5 minutes au moins, entraîne une diminution immédiate et à court terme des affects négatifs, donc dans un contexte d'arrêt temporaire du tabac. Donc, 2 méta-analyses qui ont permis également de retrouver que l'activité physique au cours du sevrage tabagique pouvait être une aide efficace dans le contrôle de la prise de poids, qui, contrairement à l'idée reçue, ne concerne pas exclusivement les femmes, mais aussi les hommes, dans une société où le corps a pris quand même une importance extrêmement importante. Donc, on a mené un programme dans le service qui était donc dédié à des personnes qui avaient des symptômes dépressifs modérés, qui étaient fumeurs, qui avaient un projet de sevrage tabagique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce programme. Donc, il a été fait au CHU de Montpellier, dans le cadre d'un appel d'offres interne, une durée prévisible qui était de 1 an, mais on a rencontré d'énormes difficultés de recrutement. Le recrutement a été fait par voie de presse, de manière à pouvoir recruter de manière spécifique des personnes modérément dépressives, puisqu'en consultation d'aide au sevrage tabagique, on a une proportion extrêmement importante de personnes qui ont des troubles anxieux, dépressifs, des comorbidités en particulier alcooliques, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a eu 1400 personnes qui ont contacté Paquito Bernard dans le cadre de ce programme. Sur ces 1400 personnes, seulement 140 semblaient a priori matcher les critères d'inclusion dans l'étude. Et au final, seules 70 personnes ont pu être incluses dans l'étude, alors qu'on avait... idéalement, on devait inclure 95 personnes dans cette étude, mais pour des raisons de délai dans ce type de projet, il n'était pas possible de prolonger au-delà cette étude, puisqu'on regardait la réalité du sevrage à 3, 6 mois, 1 an après la fin du programme d'éducation physique, d'activité physique adaptée. Et donc, au total, il y avait donc 35 patients qui ont pu être analysés dans le groupe activité physique, et ils étaient randomisés avec un groupe qui recevait donc les mêmes traitements pharmacologiques d'aide à l'arrêt du tabac. Et dans les résultats, c'est assez similaire en termes de répartition entre la varénicline, par exemple, et les substituts nicotiniques. Une durée d'utilisation qui est de l'ordre de 3 mois pour la varénicline, un peu plus de 3 mois pour les substituts nicotiniques, donc assez conforme aux recommandations.
et donc 35% dans le bras qui recevaient en fait une éducation thérapeutique en parallèle à la prise en charge classique du sevrage tabagique, et en particulier donc, du traitement pharmacologique. Donc on a été un peu limité, puisque vous le voyez, la population est quand même faible, avec 70 personnes, donc on a été limité en termes de puissance par le défaut de recrutement, mais vous voyez qu'à la fin du programme d'intervention, donc à la base on s'était fixé une augmentation de 30% en fait du nombre de personnes sevrées à 3 mois après la fin du programme. Donc juste en fin de programme d'activité physique, on avait un taux d'abstinence qui était de 57% dans le bras activité physique versus 37% dans le bras sans activité physique, avec, vous voyez, un odds ratio. Donc, si vous vous souvenez tout à l'heure, alors je n'avais pas mis les odds ratios, mais par exemple, pour la varénicline, qui est le médicament le plus efficace, l'odds ratio est le risque relatif, en fait, de sevrage est à peu près à 6 mois, autour de 2. Donc là, on est à 3 mois, c'est-à-dire en fin de programme, on a un risque relatif qui est à 2,8. Et 3 mois après la fin du programme, donc on se retrouve à peu près avec les 6 mois de la varénicline, vous voyez qu'on a un taux d'abstinence qui est de l'ordre, une augmentation de la probabilité d'être abstinent dans le groupe activité physique. On a un risque relatif qui est de 2,95 et qui est en fait à la limite de la significativité. Donc ce programme est probablement intéressant et mériterait d'être développé, mais avec des modalités pratiques de mise en œuvre sûrement allégées pour permettre à un plus grand nombre de personnes, et aussi peut-être pour un coût plus acceptable, probablement, d'être mis en œuvre. Donc la méta-analyse de Usher, donc, qui a été réactualisée en 2014, donc, retrouve finalement assez peu d'études qui ont évalué l'activité physique comme un média du sevrage tabagique, et ils sont en face d'une extrême hétérogénéité dans les modalités d'intervention, dans la durée des interventions, dans la nature des interventions, avec des exercices physiques donc, qui ne sont pas forcément supervisés, etc. Donc c'est extrêmement hétérogène, c'est difficile d'apporter une conclusion. 4 études, malgré tout, sont en faveur de l'apport de l'activité physique dans le sevrage tabagique et dans le maintien de l'abstinence. Donc les recommandations que Usher tire de sa méta-analyse, c'est que l'exercice doit être quand même supervisé par un professionnel, avoir des conseils pour la reprise d'une activité physique, donc encadrer à minima cette activité physique, et éventuellement l'introduction donc de nouveaux modes d'accompagnement comme Internet et le suivi téléphonique, sachant que le suivi téléphonique par lui-même a été démontré comme pouvant avoir un intérêt dans le sevrage tabagique. Donc là, on retrouve en fait l'hétérogénéité quant à la durée d'exercice, la nature des exercices, donc il ne me permet pas de conclure réellement. Donc, est-ce qu'on peut avoir des recommandations? Donc, à minima, c'est plutôt de l'exercice physique aérobie qui va être plus facile peut-être à mettre en œuvre, plus agréable, plus ludique. C'est au moins 2 fois par semaine. C'est un minimum de 7 semaines. Nous, dans le programme, c'était 8 semaines. L'intensité moyenne à élever, couplée donc avec des conseils spécifiques d'éducation thérapeutique en particulier, et une utilisation spécifique de l'activité physique pour gérer le craving et donc diminuer la probabilité de rechute. Donc, je vous le disais tout à l'heure, je vais peut-être aller un petit peu plus vite, il faut absolument adapter la nature de l'intervention, la proposition en fonction des attentes, des possibilités des participants au programme. Vouloir imposer un programme à tout le monde qui serait exactement le même est irréaliste et en pratique conduirait à une perte importante de personnes dans le programme. Nous, dans le programme tel qu'il a été réalisé, le taux d'adhésion donc, à tout le programme est de l'ordre de 80%, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on sait que les patients dans notre étude n'ont pas été payés pour rester dans le programme. C'était une des questions. On nous avait suggéré de payer les personnes pour améliorer le taux de rétention dans l'étude. On a considéré que ce n'était pas des conditions normales de mise en œuvre, qu'une fois qu'on sortirait de l'étude, les patients ne seront pas payés pour réaliser le programme d'activité physique. Alors il y a actuellement des études qui sont en cours qui proposent justement d'évaluer le fait de payer les gens pour arrêter de fumer sur la probabilité de sevrage. Donc une étude française d'ailleurs qui devrait être mise en place dans ce sens-là. Mais après, éthiquement, on peut discuter de l'intérêt, enfin de la raison pour payer les gens pour arrêter de fumer. Donc, peu importe finalement la nature de l'activité physique dans la mesure où elle va répondre, où elle va correspondre aux attentes de chacun. L'idéal, c'est que ça soit ludique.
Donc, globalement, on peut dire qu'il y a des résultats concordants dans la littérature pour suggérer un effet potentiel de l'activité physique sur le contrôle du craving, sur la possibilité d'interrompre cette intoxication tabagique et de rester abstinent. Il est absolument essentiel de poursuivre nos efforts de recherche dans ce domaine des thérapies non médicamenteuses. Un élément qui va être un peu perturbant, je dirais, à l'heure actuelle, c'est l'arrivée de la cigarette électronique, sa généralisation, puisque c'est un phénomène, c'est plus qu'un phénomène de mode. Et donc, il y a énormément de personnes qui utilisent la cigarette électronique, donc ça va être un facteur confondant supplémentaire. Peut-être qu'il faut adapter nos interventions en fonction des besoins de chacun, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront besoin de peu de sollicitations pour pouvoir interrompre leur intoxication tabagique et rester abstinent, et d'autres personnes qui auront besoin d'interventions beaucoup plus intensives, plus lourdes, pour pouvoir y parvenir. Et donc on peut s'intéresser donc à la technique du step care, c'est-à-dire une intervention qui graduellement pourrait être intensifiée en fonction du résultat observé. Et enfin, je le disais tout à l'heure, il est extrêmement important d'associer d'autres techniques et on peut même envisager, par exemple, des séances d'activité physique en groupe, mais via des systèmes de visioconférence pour permettre de toucher un plus grand nombre de personnes à des horaires éventuellement qui soient plus compatibles avec une activité professionnelle. Mais en tout cas, pour permettre la généralisation de ce type de programme, il faut réfléchir à des modalités d'intervention qui soient souples et pour lesquels le plus grand nombre puisse adhérer. Et donc la visioconférence ou autre type de technique de, entre guillemets, télémédecine pourrait être intéressante. Voilà, je vous remercie.